Salut à toi qui regarde cette vidéo, avant toute chose j'espère que tu vas bien. Et puis si ça va pas trop, eh bien je suis sûre que tout finira par aller, parce que dans la vie, tout finit toujours par s'arranger. Et aujourd'hui on va partir du côté du film qui a bercé mon enfance. Enfin, je suis un bébé Disney, donc tous les Disney ont bercé mon enfance, mais celui-là c'est celui que je réclamais le plus, celui avec lequel, ouais, je pense que j'ai le plus embêté mes parents. Je sais pas pourquoi il me fascinait, mais bon, c'est comme ça. Et ce film, si vous avez regardé le titre de cette vidéo, eh bien c'est Peter Pan. Donc eh bien, c'est parti. Donc pour comprendre l'histoire de ce film, on va repartir un petit peu en arrière pour se remémorer le contexte. Quand le premier Disney est sorti, c'est-à-dire Blanche-Neige, ça a eu un succès monstre. Du coup, à la fin des années 1930, Walt et Roy Disney ont voulu sortir d'autres films d'animation, et pas qu'un, puisqu'à ce moment-là, ils ont mis en production plusieurs films, dont Alice au Pays des Merveilles, qu'on a déjà vu, Cendrillon, La Belle et le Clochard, et Peter Pan. La production de tous ces films a donc été lancée en même temps. Et vraiment, ils les voyaient comme des gros films qui prendraient la relève de Blanche-Neige. Malheureusement, comme vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé, l'histoire en a décidé autrement. Parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, période pendant laquelle les studios ont plutôt développé les films à sketch et les films en prise de vue réelle. C'est cette fameuse période qui a finalement donné beaucoup d'oubliés. Les véritables films d'animation Disney connus et populaires ont repris seulement avec Cendrillon, mais du coup en 1950. Et ils ont choisi de sortir Cendrillon avant les trois autres qu'on a cités, parce qu'ils pensaient que c'était une histoire plus intéressante, qui allait plus plaire. Certainement parce que les gens pensaient encore à Blanche-Neige, donc une histoire de type princesse, et Cendrillon, bah c'est aussi une histoire de type princesse. Donc voilà le contexte. Et Peter Pan du coup, eh bien la production de Peter Pan a posé pas mal de problèmes. Un peu comme Alice, vous vous souvenez, vous avez du mal à retranscrire en film l'histoire originale. Peter Pan c'était de base une pièce de théâtre de James Matthew Barrie, qui après est devenu un roman, Peter et Wendy, et qui date de 1904. Et c'était vraiment une pièce énormément connue, énormément aimée dans la culture anglo-saxonne. Enfin vraiment, hein, elle était jouée dans les écoles, elle était ludique, et elle était interactive puisqu'elle invitait même le public à participer, notamment dans une scène où les spectateurs devaient taper des mains pour ressusciter la fée. La fée qui n'était pas exactement la même que la fée Clochette qu'on connaît, mais on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très populaire. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est aussi une pièce qui a marqué l'enfance de Walt, puisqu'il a lui-même interprété le rôle principal lors d'une représentation de son école. Et du coup, bah vous connaissez Walt, ça l'a forcément marqué. Par contre, on comparait tout à l'heure la difficulté d'adaptation à celle d'Alice. On va pas se mentir, ici l'adaptation était quand même plus simple, parce que l'histoire de Peter Pan est écrite de manière beaucoup plus classique qu'Alice, moins extravagante, moins folle quoi. Ça a plus de sens, on va dire. Par contre, ils vont quand même écrire plusieurs versions qui plaisent pas vraiment à Walt, qui est en plus à ce moment-là vraiment contrarié parce qu'il est dans la pire période de sa société, avec la grève du personnel et en plus bien sûr les problèmes financiers suite à la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui fait empirer ça? Eh bien d'un côté, t'as Walt qui dit qu'il reprend la production de longs métrages d'animation autres que des films à sketch pour la fin des années 1940, mais de l'autre, t'as les studios qui décident de licencier plusieurs centaines de salariés. Donc bah niveau productivité, on n'est pas au top quoi. Et puis Walt, bah il veut toujours plus, il voit toujours plus loin. Donc il va finalement lui mettre un petit peu de côté le cinéma pour se consacrer énormément à son projet de parc d'attractions, quelle idée, et la production de films en prise de vue réelle, qui sont d'ailleurs souvent tournés en Europe. Bon, je sais pas vous, mais moi je pense qu'il y a une bonne idée là-dedans et une un peu moins bonne. Et du coup, bah son équipe créative va essayer de jongler entre tous ces projets et des fois en devant s'organiser seul, puisque Walt est très souvent absent. Donc on se retrouve d'abord avec une adaptation qui est très éloignée de l'original. Mais au fur et à mesure, ils vont enlever ces différences pour faire quelque chose de plus fidèle. Surtout que souvenez-vous, on avait reproché au film d'avant, donc Alice, d'être trop éloigné de l'œuvre de base. Donc après un travail énorme, des essais, des dizaines de milliers d'esquisses, Walt accepte enfin une version qui est très proche de l'original au niveau du scénario. Par contre, va quand même y avoir des gros changements qui ne sont pas négligeables. Déjà, notre cher Peter va être beaucoup plus masculin. Je parle bien sûr de stéréotypes masculins. Alors vous allez me dire, oui, mais il a quand même un look enfantin. Oui, mais bien loin de sa description de base qui était vraiment juvénile, à tel point que dans les théâtres, il était interprété par des jeunes filles. Et autre grand changement, on en a parlé tout à l'heure, la fée Clochette. La fée Clochette qui de base était une simple lumière, et qui, dans la version de Disney, vous le savez, est une personne, une femme décrite comme plutôt séduisante, et qui bien sûr du coup a des traits humains, puisqu'on peut la voir jalouse de certaines choses envers Peter, ce qui sexualise un peu le propos quand on regarde les critiques des professionnels qui analysent ce film. Et ce qui donc, bien entendu, va faire de nombreux débats. Et puis Peter Pan va mettre un peu de côté les codes de base d'un conte pour aborder des sujets nouveaux
et actuelle. Enfin actuelle pour l'époque et certains encore maintenant. Par exemple, la représentation des Amérindiens, qui fait encore tant débat aujourd'hui, puisque vous le savez certainement, ce film a été jugé comme raciste et du coup impliquant une limite d'âge dans certains pays. Je vais pas rentrer dans ce débat parce qu'on parle des choses comme elles ont été faites à l'époque, c'était une autre époque. Bien sûr qu'il y a des choses qui se feraient plus aujourd'hui, mais censurer les choses du passé, c'est quelque part renier l'histoire, et je pense qu'il faut connaître et avoir conscience de ce qui s'est fait pour ne pas répéter justement certaines erreurs. Et du coup, c'est important de voir ces choses et de se faire son propre avis. Si on commence à tout censurer, on va repartir sur des choses qui sont pas très cool. Hein. Bref, donc outre les Amérindiens, on a aussi la jante féminine qui a fait débat dans ce film. Parce qu'on a une jante féminine plutôt attirée par Peter, et puis dans les nouveaux codes, on a vraiment ce méchant qui est mis en avant et qui marque. Surtout à l'heure actuelle où les méchants des Disney sont vraiment beaucoup mis en avant, je trouve. On le connaît tous, ce pirate qui a une allure un petit peu étrange et qui est à l'opposé de Peter puisque c'est un adulte, qu'il accepte de vieillir, qu'il adore l'ordre et qui déteste la fantaisie. Donc voilà, dans ce film, on peut y voir l'opposition entre le monde des adultes et celui des enfants, qui d'ailleurs était au cœur de l'œuvre originale. Et puis ça va permettre d'amener quelque chose qui n'avait jamais été fait par Disney et que les enfants puissent s'identifier aux héros et avoir ce monde imaginaire qui s'oppose au monde des adultes, finalement pour que ce soit la bulle des enfants dans laquelle ils sont heureux et dans laquelle ils gagnent. Bon, heureusement, il y a quand même une histoire familiale derrière, puisque Wendy, à la fin, décide d'accepter de vieillir et donc de rejoindre ses parents. Finalement, c'est peut-être pas si mal des fois de vieillir un petit peu. Et c'est là où on peut encore faire le parallèle à Alice, qui vit des aventures dans son monde fantastique avant de se réveiller sur la branche d'un arbre et de reprendre sa vie normale. Finalement, comme si l'enfance était un rêve duquel il faut accepter de sortir pour pouvoir grandir. Mais bon, les adultes aussi ont le droit de rêver, hein. Moi, je passe ma vie à rêvasser, mais je suis peut-être une enfant encore. Je sais pas. Et donc, ce film sort le 5 février 1953 et le 23 décembre 1953 en France avec une durée de 76 minutes. Et c'est un réel succès au box-office. Même s'il y a vraiment certaines choses qui font débat à l'époque, notamment cette fée Clochette où les gens voient en elle des choses beaucoup moins naïves que ce qu'elle était dans l'œuvre originale. Les critiques vont aussi dire que le héros est beaucoup moins intéressant qu'il l'était dans l'œuvre originale, mais ils vont quand même applaudir les techniques d'animation et la direction artistique. Voilà. Pour les petites anecdotes, on peut aussi noter que Peter Pan, c'est le dernier film qui a rassemblé tous les 9 sages sur un même projet. On est dans des thèmes qui marquent l'enfance, l'imagination et qui sont au sommet de la maîtrise technique traditionnelle. Peter Pan finalement c'est devenu vraiment le modèle des Disney d'après-guerre, au point que finalement on finit par en oublier son œuvre originale, comme Alice. Quand on parle de l'un ou l'autre, la première version qu'on voit, c'est celle de Disney. Donc bien entendu que Peter Pan devait être mis à l'honneur à Disneyland Paris. Et quoi de mieux qu'une attraction pour ça? L'attraction Peter Pan est donc située à Fantasyland. Perso, il n'y a pas beaucoup d'attractions qui m'attire pour travailler dans ce land. C'est un peu moins mon univers, mais si je devais en choisir une, ce serait clairement Peter Pan. Donc on est dans des bateaux volants, on survole la ville, et puis le pays imaginaire, où on peut voir les différents personnages du film. Je la fais pas souvent, j'avoue, parce qu'il y a quand même énormément de queues à chaque fois, mais c'est toujours un plaisir quand j'ai l'occasion de la faire. On peut aussi se diriger, vous savez, du côté de l'île d'Adventureland, où il y a le fameux rocher en forme de tête de mort, impossible à louper avec ses 12 mètres de hauteur. On peut tout à fait se promener dans tout ce complexe, c'est un peu un labyrinthe là-dedans. Personnellement, j'adore m'y promener, surtout l'été, parce que quand il fait très chaud dehors, souvent il fait frais là-dedans. Et franchement, c'est aussi ce qui fait le charme d'Adventureland. Les guests d'un jour prennent peut-être pas forcément le temps de le visiter, parce que quand on est là pour un jour, on a envie de faire le maximum d'attractions, ou à la limite voir certains spectacles. Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment un de mes lieux préférés. Et puis bien sûr, à côté, on a ce fameux galion des pirates, qu'on ne peut pas louper non plus, et qui a déjà accueilli des spectacles sur le thème de Peter Pan, bien évidemment. Dans les sorties personnages, on pouvait souvent rencontrer Peter et Wendy avant. En plus, c'est sympa parce que du coup, c'est des personnages qui peuvent parler, donc il y a pas mal d'interactions. Mais voilà, ça c'était avant. Et qui dit Disney dit parade. Et forcément, du coup, on va le retrouver dans les différentes parades. Celle de 92, la parade des rêves en 2007, et plus récemment, celle qui est revenue enfin, la Disney Stars, ou encore le festival Pirates et Princesses. Pour ne citer qu'elle, parce qu'il y a eu aussi des spectacles et des parades comme Disney Dreams, où c'était vraiment Clochette qui était mise à l'honneur, ou encore les Feux de la Fée Clochette en 1998, que j'ai sûrement vu en venant de naître, du coup, j'en ai pas vraiment de souvenirs. Enfin, si on veut rejoindre Clochette, on peut aussi le faire dans le Disneyland Hotel, dans les suites à son nom. Et c'est plutôt classe d'avoir des suites à son nom au DLH. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.